Issa Abdussalami, je suis sociologue, je suis enseignant dans le secondaire, j'ai enseigné aux Comores et en France dans l'enseignement secondaire. Je suis actuellement commissaire chargé de la diaspora au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. J'ai fait ma formation de base en sociologie après mon bac en 1995 à l'université d'Antananarivo, en Madagascar. J'ai fait une formation dans l'ancien régime avec un diplôme de master de recherche. Et j'ai continué à l'université Paris 8 pour un master 2 de sociologie, option sociologie des inégalités et de l'éducation. Et j'ai fini cette formation avec une thèse de doctorat en sociologie des migrations à l'université d'Aix-Marseille sous la direction de Madame Sylvie Mazet. Alors je précise d'abord qu'il s'agit de carrière au pluriel. Ce n'est pas la carrière mais les carrières. Ça a un sens. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé d'abord le tissu associatif comorien en France. On sait très bien que les Comoriens qui sont en France sont très nombreux. Ils s'organisent en association. Et cette prédisposition en fait m'a permis justement de rentrer dans la communauté et de voir comment ils s'organisent, comment ils vivent et comment justement ils s'entraident entre eux. Et donc j'ai étudié d'abord le milieu associatif de par son organisation, sa structuration, ses projets, ses réalisations. Mais j'ai axé, comme vous l'avez dit, justement mon travail de recherche vers les dirigeants associatifs, surtout pour les carrières de ces leaders associatifs. Alors pourquoi carrière? Parce que contrairement à d'autres communautés migratoires comme les communautés maghrébines ou certaines communautés subsahariennes comme les Maliens, comme les Sénégalais, qui passent par l'associatif vers une carrière qui est entre guillemets définie, qui est la carrière politique. On peut le remarquer actuellement dans certains gouvernements dans plusieurs pays du Maghreb ou plusieurs pays africains subsahariens, qu'il y a en fait des représentativités de la diaspora, ce qui n'est pas toujours le cas ici aux Comores. Donc eux, ils passent de l'associatif au politique, mais pour les Comoriens en France, ils passent de l'associatif à d'autres occupations professionnelles. Donc c'est pourquoi j'ai parlé plutôt de carrière au pluriel et non pas une carrière qui est prédéfinie. Alors j'ai remarqué que le milieu associatif peut être un tremplin pour accéder à d'autres fonctions, et ces fonctions sont diverses. On retrouve ces leaders associatifs après leur expérience associative. On le retrouve dans le domaine du social par exemple, on le retrouve dans le domaine de la culture, du sport, de l'art, de la littérature, de la religion, de l'économie et rarement dans le politique. Donc c'est pourquoi justement j'ai essayé de voir comment se construisent des carrières de leaders associatifs et après l'expérience associative, que deviennent ces leaders associatifs, qu'est-ce qu'ils font après justement leur implication dans le milieu associatif comorien en France. C'est quelque chose de très important quand on étudie sociologiquement les Comoriens d'une manière générale, mais quand on l'étudie aussi la communauté migratoire. J'avais parlé du terme de disponibilité biographique, c'est-à-dire qu'il y a des prédispositions qui font que les Comoriens, partout où ils sont, s'organisent d'abord en association. Quand on regarde, par exemple, ici aux Comores, même si on ne le sait pas, mais on est toujours organisé en groupement associatif. Ça commence par le quartier, ça s'étale vers le village, vers la région, vers l'île, et après vers le pays d'une manière générale.
Alors, ces prédispositions se sont transposées dans le contexte migratoire, ce qui fait d'abord qu'il faudra remarquer que les associations comoriennes en France sont très très nombreuses. Certaines recherches parlent de mosaïque associative ou toile d'araignée associative, parce que ces associations sont très nombreuses. Donc il y a une certaine difficulté de pouvoir les organiser jusqu'à ce que nous ayons une dynamique associative qui est unique, à ce que nous appelons la dynamique transnationale associative. C'est un milieu qui est vraiment atypique par rapport à d'autres milieux associatifs. Quand on voit les Maliens, par exemple, qui est l'exemple le plus attrayant en France, quand on voit les Maliens qui s'organisent en association transnationale, et pourtant ils sont issus de plusieurs régions. On peut retrouver une grande association de la région de Caille, par exemple, mais qui investit dans le pays d'une manière générale. Ce n'est pas le cas pour les Comoriens. Les Comoriens ont certains modèles associatifs qui sont figés, qui sont là, et commencent d'abord par le modèle villageois. Et ce modèle villageois ne permet pas justement d'avoir un certain regroupement national, parce que ce que nous appelons aujourd'hui le fantasme des origines, qui est aussi mélangé avec l'insularité des Comoriens, ne permet pas justement un certain regroupement associatif transnational qui réalise des projets nationaux, qui réalise des activités au niveau global du pays. Donc, vous avez parlé justement de la Diascom, qui est la diaspora comorienne de Marseille, qui, je dirais, qui a fait long feu parce que actuellement elle n'existe pas. Il y a aussi la FECOM, la Fédération comorienne de Marseille, qui a existé, mais actuellement elle n'existe pas. On voit actuellement en France, à Marseille, à Paris, à Lyon, dans toutes les régions et dans toutes les villes où il y a des Comoriens, il y a des tentatives d'organisation associatives nationales. Mais ce sont toujours des expériences qui sont vaines. Ce sont des expériences qui n'aboutissent pas. Pourquoi? Parce que justement, c'est ce que j'avais dit au début, le fantasme des origines. On appartient d'abord à sa famille, puis après à son quartier et à son village, avant d'être comorien. Donc c'est une certaine difficulté qui est là, qui fait que la vie des Comoriens en France est tout à fait difficile de s'organiser en milieu associatif. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas une certaine représentativité, il n'y a pas des interlocuteurs qui sont connus, qui sont officiellement reconnus par les Comoriens en France, et les Comoriens qui restent également au pays et qui peuvent justement représenter la voix de la diaspora. Effectivement, donc cette notion de carrière, je l'ai mobilisée sociologiquement dans mon travail pour justement voir cette trajectoire de ces dirigeants associatifs. Ce qui mérite d'être mentionné, c'est que pour devenir leader associatif, il y a des conditions. Il y a des conditions d'abord pour devenir leader associatif. Et pourtant, pour devenir membre d'une association, c'est quelque chose qui est automatique, parce qu'on a cette disponibilité biographique qui fait qu'on a toujours cette habitude de vivre en communauté. Et une fois qu'on est en France, par exemple, le jeune étudiant qui débarque à Paris est obligé de s'intégrer, de s'impliquer automatiquement dans une association de son village ou de sa région, de sa famille, de son quartier. Ça, c'est un premier point. Mais pour devenir leader associatif, il y a déjà des conditions qui sont requises. D'abord, il faut qu'on soit reconnu par la communauté. Et pour être reconnu par la communauté, il faut avoir un profil. Et ce profil est d'abord social. C'est un profil qui est social avant qu'il soit un capital humain, un capital culturel plutôt. Ce n'est pas parce qu'on a fait une formation, on est instruit, on est diplômé, qu'on peut facilement devenir un leader associatif. Mais il y a un capital social, on doit être issu d'une famille respectable qui fait office d'autorité. Premièrement, on doit être soutenu par la communauté, donc on doit avoir des alliés, voilà.
Et après, la formation, et après l'âge, et après, ce sont des variables qui peuvent rentrer. Bon, qu'en est-il actuellement et qui sont les nouveaux dirigeants associatifs? Bon, bien sûr, quand on dit nouveaux dirigeants associatifs, donc on a déjà les anciens. Les anciens dirigeants associatifs, c'était d'abord les notables. Ce sont eux qui ont en fait créé ces associations et qui les ont dirigées jusqu'à maintenant. Mais à partir de la fin des années 90, début des années 2000, il y a eu un certain changement. Pourquoi? Parce que la communauté se renouvelle. Il y a une forte représentativité de jeunes, d'étudiants, et eux, ils prennent les rênes de ces associations-là, même s'ils sont toujours contrôlés par les aînés, par les adultes, mais ce sont eux justement qui gèrent ces associations-là et qui se sont imposés. Et il y a un aspect aussi qui est très important maintenant pour comprendre ces nouveaux leaders associatifs, c'est qu'on rajoute d'abord la binationalité. Dans la plupart des cas, ces leaders associatifs sont des binationaux. Et ça, il y a une véritable explication à cela. Parce que ce sont des personnes qui ont des moyens, qui n'ont pas de soucis de régularité devant l'administration, devant la préfecture. Ce sont des personnes qui font des formations, qui suivent des formations universitaires, qui n'ont pas beaucoup de soucis pour pouvoir apprendre, pour prendre en charge leurs études. Et c'est à partir de là qu'on choisit justement ces personnes-là pour tenir les fonctions de leader associatif. Un deuxième aspect pour les nouveaux leaders, actuellement, il y a en fait une forte aussi représentativité de jeunes. Ce sont surtout des jeunes et qui opèrent dans des associations qui ne sont pas du modèle villageois, mais surtout du modèle, je dirais, humanitaire, du modèle ONG. Ces nouvelles, ces nouvelles associations qui se sont créées, on les voit actuellement. Par exemple, je peux prendre l'exemple d'une association qui a été créée à Moroni, mais qui s'est prolongée à Paris, à Marseille, Ngochao, par exemple, qui est gérée par des jeunes d'abord, et des jeunes qui sont instruits, qui sont surdiplômés, hein, et qui n'ont pas qui ne vivent pas dans la précarité que nous avons connue, qui ont une vie quand même qui est maîtrisable, qui peuvent subvenir à leurs besoins et qui peuvent payer des frais de leur scolarité. Ces associations émergent justement à partir d'événements. Il faut qu'il y ait des événements pour créer ces associations-là. Premièrement, je peux prendre l'exemple qui est un peu ancien, mais l'assassinat de Ibrahim Ali à Marseille a fait qu'on a créé une association qui n'est pas villageoise, mais qui est une association de défense des droits des individus, des personnes, mais qui est justement comorienne. Et c'est à partir de là qu'on a créé l'association Shabab, par exemple. On a créé aussi un magazine, Comormag, et qui a été géré par des jeunes étudiants, des intellectuels, parmi lesquels on connaît des écrivains, des linguistes, des chercheurs, des scientifiques. Donc ces événements-là ont permis de créer ces associations à la fois humanitaires et caritatives. Autre événement qu'on peut aussi prendre le cas, les récentes inondations je pense en 2014, ici, qui ont dévasté toute l'île, a permis également de mettre en place des associations d'entraide qui ont envoyé du matériel et qui se sont même déplacés pour venir en fait assister à ces populations qui étaient sinistrées par l'inondation. On a vu aussi des associations, beaucoup d'associations qui ont été créées à partir du crash de la Yéménia. Ce sont aussi des associations qui sont en fait gérées par des jeunes intellectuels qui sont diplômés, qui ont des moyens et qui peuvent se déplacer facilement et qui ont créé ces associations-là avec l'appui justement des aînés, mais c'est eux. Bon, on voit actuellement d'autres associations qui ont été créées récemment avec l'événement de Kenneth, le cyclone Kenneth. Donc ce sont toujours des événements qui en fait qui touchent la population et qui permettent justement à ces jeunes-là de créer des associations. Il n'y a pas que des effets négatifs, il n'y a pas que des mauvais souvenirs, mais il y a aussi des bons souvenirs. On a actuellement créé beaucoup d'associations avec l'engouement des Selacantes, qui a été créé partout en France, à Paris, à Marseille, à Lyon. Il y a une association de soutien.
Et dans ces associations-là, justement, c'est là où je veux en venir. On voit dans l'équipe nationale de Selakant, c'est une association qui est en grande majorité gérée par des dirigeants qui sont issus du milieu associatif. Je vais prendre l'exemple de Benamir Saadi, qui était le premier manager de Selakant, mais c'est lui-là qui a créé le magazine Comor Max, c'est lui qui a créé l'association Shabab, c'est celui qui, jusqu'à maintenant, dans le milieu associatif, dans la société civile. Donc ces nouveaux leaders associatifs, je dirais, en un mot, ce sont des jeunes, hommes et femmes. C'est nouveau aussi, parce que le féminisme dans l'associatif comorien, c'est récent. Donc ce sont aussi des jeunes hommes et femmes qui sont surdiplômés. Le niveau inférieur de ces dirigeants-là, c'est le bac plus 4. Mais ce sont en fait, des jeunes qui ont fait des formations poussées universitaires, des masters, des doctorats, des diplômes d'ingénieurs et qui sont en fait actifs dans le milieu professionnel. La moyenne d'âge plutôt, on dirait, c'est entre 30 et 40 ans. Donc il n'y a pas des notables, il n'y a pas des anciens, mais ce sont des jeunes qui explorent le milieu associatif actuellement. Voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à ce qu'on peut appeler, entre guillemets, des nouveaux leaders associatifs. C'est une diaspora très très ancienne, on le sait très bien, parce que c'est d'abord une diaspora de travail. C'est même pendant la colonisation que les Comoriens ont commencé à partir à l'extérieur, surtout en France. Je préciserai d'abord que la France c'est une dernière destination, mais les Comoriens ont passé d'abord par l'Afrique de l'Est, Madagascar, et après la France aux années, fin des années 60, début des années 70, qui se sont installés. Ils réalisent, parce que c'est une migration de travail, donc c'est pour partir, aller travailler, avoir des moyens pour aider ceux qui restent au pays, subvenir à leurs besoins. Donc c'est une migration, essentiellement une migration de travail. Il y a beaucoup de réalisations, on ne peut pas le nier, il y a beaucoup de réalisations de la diaspora, de ces Comoriens qui vivent en France. Les Comoriens de la Grande Comore, de Moélie, d'Anjouan investissent dans leur ville, dans leur village, avec des réalisations qui sont visibles, dans l'infrastructure par exemple, ça c'est très visible, dans les voies, dans les routes, dans les projets d'adduction d'eau, dans les projets de santé, éducation, ainsi de suite. Mais le problème c'est quoi? C'est que je reviens encore une fois sur les stéréotypes qu'on affiche aux Comoriens. Les Comoriens sont beaucoup plus introvertis, ça on le constate. Ils sont peu visibilisés sur la scène sociale et politique en France. C'est quand même une diaspora qui est très ancienne, qui s'est installée en France depuis très très longtemps. Mais quand on regarde sur la scène politique, ce n'est que ces dernières années qu'on voit des visages issus de la diaspora comorienne. Et pourtant, on a même vu les Marocains, les Algériens, les Tunisiens et d'autres populations d'Afrique subsaharienne qui avaient une certaine implication dans la vie politique et sociale en France. Donc, cette notion de ce repli vers nous-mêmes et de cet introvertisme du Comorien ne permet pas justement de visibiliser les réalisations. Même si ce sont des réalisations qui sont très très nombreuses, qui sont louables, mais on est beaucoup plus limité à nos origines, je dirais, premièrement. Deuxièmement, ce sont des réalisations qui ne se font pas dans le cadre général du pays, mais qui se font dans le cadre réduit et restreint du village. Le modèle villageois, c'est le modèle le plus dominant dans le tissu associatif comorien. Donc, ce sont des réalisations, mais parfois on voit les mêmes réalisations dans 3 ou 4 villes. Construction d'écoles dans 2 ou 3 villes, c'est la même chose, c'est le même projet. Pourquoi? Parce que chacun veut faire
en sorte que, en fait, il n'est pas exclu. Si on a construit une école dans ce quartier et on a construit une école dans l'autre, donc nous, on dira, nous aussi, on est obligé de le faire. Pourquoi? Parce que sinon, on va nous taxer de renégats, on va nous taxer d'incapables. On va nous demander qu'est-ce que vous faites là en France pendant que vos camarades, vos voisins qui sont à côté de nous font des réalisations. Donc ça, c'est aussi un élément important. Donc ça peine à pouvoir s'organiser, et en France et aux Comores. Bon, on se pose toujours la question pourquoi les Comoriens en France ne sont pas capables de s'organiser et d'avoir une association unique qui sera l'interlocuteur de la diaspora, qui réalisera des projets nationaux, ainsi de suite. La réponse est tout à fait simple. Quand on est en France, quand on part d'ici pour aller en France, il n'y a pas de modification, il n'y a pas de changement. Le changement, c'est l'espace. Mais la transposition de nos mentalités, on les amène partout. On ne peut pas être ici et aller se réunir en France. On amène cette mentalité. On est là, on est obligé d'avoir plusieurs associations parce que aux Comores, on avait des associations de villages, de quartiers. Vous le voyez dans nos villages. Il y a, par exemple, pour les places publiques, dans tous les villages et les villes, il y a au moins 2 places publiques parce que ce sont des places publiques qui sont en fait réalisées par des associations. Et en France, c'est aussi la même chose. C'est eux qui financent ces réalisations-là. Donc, il y a une difficulté de pouvoir en fait s'organiser et avoir une visibilité qui est très effective et efficace. Un deuxième aspect aussi, il y a l'influence de nos coutumes, de nos mœurs, de nos coutumes. Ça, c'est aussi important. Pourquoi? Parce que, quel que soit le niveau d'instruction que l'on a, quelle que soit l'intégrité intellectuelle que l'on a, mais quand on n'est pas reconnu par les coutumes, par les mœurs, par nos traditions, c'est peine perdue. Il faut qu'on soit reconnu par les notables. Il faut que ceux qui sont là, les notables, les aînés, qui sont reconnus par la société, vous reconnaissent également. Et là, ça peine effectivement de pouvoir s'organiser parce que on ne peut pas créer une association et laisser l'association aux mains tout simplement de jeunes. Dans mes travaux de recherche, je me souviens très bien quand je faisais les entretiens, parce que j'ai réalisé des portraits d'entretien, cette question revient. C'est notre association, c'est nous qui l'avons créée, c'est notre patrimoine, donc on ne peut pas la laisser. On est obligé de rester là. Même si on n'a pas les possibilités, les capacités de pouvoir la gérer et de pouvoir adapter les projets avec le contexte actuel, mais on est obligé d'être là, d'avoir un œil, d'avoir une mainmise, parce que c'est notre patrimoine à nous. Donc on ne peut pas, c'est pas facile de pouvoir s'organiser, et en France et aux Comores. On voit aussi ce qui se passe aux Comores. Il y a beaucoup d'associations qui font toujours la même chose, et c'est aussi la même chose qui se fait en France. Ces associations sont en fait très nombreuses. Pour la petite anecdote, pendant mes enquêtes, quand on comptabilisait les associations comoriennes en France, c'était vraiment très étonnant parce que rien qu'en Île-de-France, en 2014, on a recensé 417 associations, juste en Île-de-France. En fait, les associations qui portent l'intitulé Association comorienne. Et quand on regarde ces associations-là, dans les statuts, dans les textes, on voit que ce sont des associations qui sont créées pour les mêmes objectifs, les mêmes choses. Les domaines d'intervention, c'est culture, éducation, santé, culture, éducation, santé. C'est pas pour rien parce que chaque village veut avoir son association, et dans chaque village, chacun veut être chef, et quand on est chef, on veut ramener ses collaborateurs, ce qui fait que en fait, la toile d'araignée s'élargit, et on est obligé d'avoir voilà, cette mosaïque associative qui est difficile de pouvoir s'organiser. Parce que quand on adhère au Forum, le forum des associations issues de la diaspora en France, cette question est toujours posée. Vous avez beaucoup d'associations, vous aurez la possibilité d'avoir un financement conséquent, très important, très intéressant, quand vous avez peu d'associations ou une association qui parle au nom du pays.
Mais on est obligé d'avoir ces associations-là. Bon, je ne dirais pas, personnellement, et ça n'engage que moi, je ne dirais pas que ces associations sont inefficaces. Ces associations sont efficaces parce que c'est en quelque sorte, pendant des années, c'était la perfusion de la société. C'était une perfusion qu'on administrait à la société parce qu'on a vécu des années derrière nous où en fait, vivre, c'était vraiment un combat pour avoir des moyens de subvenir aux besoins quotidiens, c'était vraiment un problème. Avec les grèves des enseignants, avec les arriérés, le gel des salaires, avec les moyens de fonctionnement, par exemple les produits de première nécessité qui avaient des prix effectivement très très élevés, qu'on n'arrivait pas, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas... Mais et là, justement, la diaspora était le seul secours à cette communauté. Mais c'était quand même une certaine efficacité. Et c'est aussi efficace aujourd'hui, parce que ça accompagne aussi les activités et les actions du gouvernement en matière d'allègement de la vie sociale. Cette communauté accompagne. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il y a une difficulté de pouvoir s'organiser et de parler d'une même voix. C'est ça qui est un problème. Et surtout que maintenant, il y a une nouvelle donne qui apparaît, c'est l'émergence des associations issues de la diaspora insulaire, des autres îles. On a une forte communauté enjoannaise, entre guillemets, en France, moyenne également, et qui font la même chose que les associations de la Grande Comore. Si on pense que les réalisations de la diaspora sont exclusivement en Grande Comore, ce n'est pas le cas maintenant. Il y a de fortes réalisations louables, efficaces, qui se font à Moélie, à Anjouan, et c'est également la diaspora. C'est en fait un chantier très important qui demande beaucoup plus de réflexion, de courage, de sacrifice pour pouvoir organiser la diaspora associative, à ce que cette diaspora soit unie, unifiée et qui parle d'une même voix pour tous les Comoriens qui sont à l'extérieur et qui sont en France. C'est ce que je pense. Je suis retourné en mars 2020. J'ai juste soutenu ma thèse en décembre 2019 et je suis tout de suite, j'ai plié mes bagages, je suis retourné. Pourquoi je suis retourné? C'est une question qui se pose parce que sociologiquement, les migrations de retour sont peu étudiées. Quand on part éternellement, mais on part pour aller rester, mais on ne se dit pas qu'on va rester. C'est ça le contraste de la double absence qui a été développé par Abdelmalek Sayad, le sociologue algérien. On part, mais on est absent. On est absent en France, on est absent dans le pays d'origine. Et moi, personnellement, je me suis dit qu'il faut contourner ce concept, cette thématique de double absence, faire de la double absence une double présence. Retourner aux Comores, c'est un choix qui mérite d'être assumé, même si on aura des contraintes, même si on aura des obstacles de réintégration, mais retourner, moi je pense que ça valait la peine. Ça valait la peine après avoir fait des études, après avoir validé un diplôme de doctorat, après avoir fait une formation qui est très importante dans le développement du pays et qui n'est pas faite par beaucoup de Comoriens. Je pense que ça valait la peine de retourner, voir ce qu'on peut faire pour le développement à la fois personnel mais pour le pays. Donc je me réjouis parce que je suis d'abord enseignant de carrière, j'ai une longue expérience d'enseignement, donc je peux enseigner, je peux retourner enseigner et moi ça ne me pose pas de problème. D'ailleurs en France j'étais aussi enseignant, donc je peux continuer à enseigner aux Comores, que ce soit dans le secondaire ou dans le supérieur, c'est ma profession, mais je peux aussi travailler dans des domaines qui demandent justement des apports sociologiques. Et les Comores, je dirais, c'est un terrain, c'est un laboratoire qui est
encore vierge, inexploité sociologiquement. Là, je rebondis, par exemple, quand on regarde l'historiographie de l'immigration comorienne en France, quand on essaie de regarder ce qui a été publié, ce qui a fait l'objet de recherches sur les Comoriens en France, il y a peu de recherches qui se sont orientées vers la sociologie. Les recherches que nous avons actuellement, une foisonnante recherche scientifique, c'est d'abord en histoire, en géographie, en économie, en anthropologie, en psychologie, un tout petit peu en philosophie, en lettres, mais peu de recherches en sociologie. J'ai vu dans mon université, qui est la première université francophone au monde, Aix-Marseille, on était 3 Comoriens qui ont continué jusqu'à le niveau de thèse. Bon, moi j'étais le 3e et je n'ai pas fait ma formation de base à Aix-Marseille, mais j'ai rejoint 2 autres collègues qui ont fait Aix-Marseille. Et vous imaginez Aix-Marseille avec la communauté comorienne en France et à Marseille, on retrouve tout simplement 2 jeunes Comoriens qui font des thèses de doctorat. Donc ça veut dire que la sociologie, hein, elle n'est pas méconnue, mais elle a un intérêt, mais elle n'est pas effectivement un domaine de prédilection pour certains jeunes. Je pense que ça vaut la peine de retourner au pays quand on a quand même fait une certaine formation pareille et qui peut contribuer à l'épanouissement économique, qui peut aussi contribuer au développement. Je pense que ça vaut la peine de retourner, et surtout qu'on a déjà une certaine expérience de vie active dans le pays. Effectivement, ce n'est pas dans le secondaire. Bon, je connais un seul pays qui enseigne la sociologie dans le secondaire, c'est le Brésil. Je ne sais pas s'il y a un autre pays où on enseigne la sociologie dans le secondaire. Bon, en France, c'est les sciences économiques et sociales, donc c'est un tout petit peu de sociologie au lycée, un tout petit peu. Les besoins, vous dites besoins, mais les besoins ne sont pas exprimés. Je pense qu'il faut d'abord recenser les besoins, mais il faut aussi exprimer les besoins. À l'université, on a besoin d'un enseignement de sociologie, bien sûr, parce que nous avons des facultés qui nécessairement doivent passer par un enseignement de sociologie, les facultés des lettres, sciences humaines, des disciplines comme les sciences économiques, l'administration économique et sociale, par exemple. En sciences juridiques également, on a besoin de connaissances sociologiques. J'ai des contacts avec l'université, d'abord parce que moi je suis issu du ministère de l'Éducation nationale, donc il n'y aura pas de mal pour pouvoir intégrer, je pense, l'enseignement supérieur, parce que je suis déjà enseignant dans le secondaire. Mon projet professionnel, justement, c'est d'intégrer l'enseignement supérieur, enseigner la sociologie à l'université. Je pense que le dossier est en cours. J'essaie de me battre comme tout le monde pour avoir une certaine place en tant qu'enseignant, chercheur à l'université, mais surtout en tant qu'enseignant de sociologie, et voir dans l'avenir comment est-il possible de pouvoir mettre en place une faculté de sociologie, une faculté de sciences sociales, ou faire en sorte que la sociologie soit une discipline qui est enseignée transversale dans toutes les filières. Mais je pense que l'Université des Comores a besoin d'un enseignement de sociologie. Vous savez très bien que dans toutes les universités au monde, quand on a une politique nationale axée vers la jeunesse, on n'enseigne pas la société, on n'enseigne pas nos coutumes, nos mentalités, on n'enseigne pas cette science sociale. Je pense que c'est voué à l'échec. Donc le projet est là, je pense qu'il faut se battre, il faut avoir les moyens, il faut être accompagné, il faut persévérer, mais l'enseignement de la sociologie à l'Université des Comores est vraiment, vraiment fondamental et indispensable. C'est une question qui peut être répondue de plusieurs façons. Ce que je veux d'abord insister, c'est que le commissariat chargé de la diaspora, c'est une institution étatique qui est dédiée aux Comoriens de l'extérieur, de la diaspora, qui doit travailler
avec ceux qui sont à l'extérieur. Ce n'est pas une direction qui est au sein du ministère. C'est tout à fait différent. Ici, nous avons la direction des affaires politiques, nous avons la direction de la coopération, nous avons... En fait, c'est un travail qui se fait ici. Qui se fait ici, qui se décide là, qui se planifie, qui se réalise, ainsi de suite. Alors que le commissariat chargé de la diaspora, en fait, est orienté vers les Comoriens qui sont à l'extérieur. Donc, ce sont les Comoriens qui sont à l'extérieur qui doivent d'abord s'impliquer de l'institution qui leur est dédiée. Premièrement. Donc, il faut justement que nos capacités à pouvoir nous organiser en France, nos capacités à pouvoir gérer, monter et organiser des événements, des associations, ainsi de suite, on a un certain dynamisme associatif, on a un certain atout de pouvoir nous organiser. Je pense également que toutes ces possibilités doivent aussi être investies au sein du commissariat. Parce que le commissariat, c'est pour eux. Ce n'est pas pour ceux qui sont ici. C'est pour ceux qui sont à l'extérieur. D'ailleurs, quand on regarde le décret portant création du commissariat, c'est toujours vers ceux qui sont à l'extérieur. C'est accompagner ceux qui sont à l'extérieur, c'est défendre leurs droits, leurs intérêts, les accompagner, les organiser, les conseiller, ainsi de suite, ceux qui sont à l'extérieur. Et quand ils veulent revenir au pays, il faut aussi les accompagner. Donc, c'est une institution qui est exclusivement dédiée aux Comoriens de l'extérieur. Alors, l'unification ou nos projets pour développer la structure, ce sont des projets dont les bénéficiaires sont d'abord ceux qui sont à l'extérieur. Donc, ils doivent aussi cotiser, ils doivent aussi effectivement s'exprimer, envoyer leur point de vue, être en échange permanent avec eux. Ce que je veux préciser, sincèrement, ce que je vais préciser, comme on dit, on s'en fout justement politique. On s'en fout que le commissariat est géré par quelqu'un du régime ou pas. On s'en fout que le président de la République, on l'aime ou pas, ou le régime, on l'aime ou pas. Le commissariat sera toujours là. D'ailleurs, il est là depuis 2011. Je suis le 4e commissaire. Il sera toujours là. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est quoi? C'est il faudra profiter de cet espace qui nous est dédié pour pouvoir nous-mêmes nous développer, pour pouvoir nous légitimer, pour pouvoir effectivement alléger nos modes de vie, nos quotidiens en France. Vous étiez en France, moi j'étais en France, j'ai fait 12 ans en France, j'ai vu dans quelle galère on vit administrativement, par exemple. Quand on veut renouveler son titre de séjour, quand on veut un papier à la CAF, quand on veut aller à sa mutuelle de santé, quand on veut voyager, tout ça, ce sont des démarches administratives très très lourdes. Et ces démarches-là doivent être prises en compte et prises en charge par les administrations consulaires, par exemple. Ce n'est pas le cas. Et c'est l'occasion pour le commissariat de travailler avec nos Comoriens, nos ressortissants comoriens qui sont à l'extérieur, pour pouvoir alléger ces démarches-là, premièrement. Ensuite, un deuxième point, pour terminer, le commissariat chargé de la diaspora, quand on dit diaspora, ce n'est pas uniquement les Comoriens qui sont à Marseille, à la place d'Aix. Ce ne sont pas ceux qui sont à La Courneuve, en région parisienne. La diaspora, je ne dirais pas la diaspora, mais je dirais les diasporas comoriennes. Parce que nous avons des Comoriens qui sont en France, des Comoriens qui sont en Afrique de l'Est, qui sont en Afrique du Nord, qui sont à côté de nous à Madagascar, qui sont à l'île de la Réunion, qui sont en Afrique de l'Est par exemple, avec de nouvelles découvertes de destinations pour les étudiants, en Ouganda, en Tanzanie, au Mozambique, au Kenya par exemple, où nous avons une forte communauté estudiantine. Donc le commissariat chargé de la diaspora, c'est un commissariat qui est chargé des Comoriens de l'extérieur. Tous les Comoriens de l'extérieur. Donc nos premières préoccupations, c'est d'abord de recenser cette expertise. Nous avons une certaine expertise de la diaspora qui est ailleurs. Nous avons des scientifiques, nous avons des entrepreneurs, nous avons des économistes, nous avons des professeurs d'université, nous avons des médecins qui sont partout. En France, au Canada, en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord par exemple, à Madagascar, ils sont très nombreux. La priorité pour le commissariat, c'est d'abord de savoir
qui sont ces Comoriens qui sont à l'extérieur, que font-ils et comment on peut justement les intégrer, les impliquer dans le développement du pays. C'est justement la première possibilité. Nous avons des mentalités, je dirais, atypiques. On confond société civile et parti politique ici. D'abord, je pense que quand on parle de société civile, il faut bien définir c'est quoi. Qu'est-ce qu'on entend par société civile? Parce que même ceux qui gèrent ces associations issues de la société civile confondent politique et ce qui est civil et ce qui est politique. Et c'est une première hypothèse qui peut expliquer ce dysfonctionnement et cette difficulté de pouvoir s'organiser pour peser dans la vie sociale et justement politique, premièrement. Ensuite, il y a justement ces associations de la société civile qui ne sont pas stables. Je dirais, on crée des associations de la société civile qui peuvent exister 2 ou 3 jours et après, elles disparaissent. Comme vous le dites, c'est à l'image de la diaspora, c'est à l'image des associations de la diaspora. Parce qu'en France, on peut créer une association. Pourquoi? Parce qu'on veut demander une subvention quelque part. Quand on l'a, l'association n'existe plus. Ou elle fusionne avec d'autres associations, ou elle disparaît directement. C'est la même chose pour la société civile. Ici aux Comores, la société civile, il y a quelques associations qui sont là. Par exemple, pour la défense des droits de l'homme, c'est une commission nationale. Je pense qu'elle est là, elle existe jusqu'à maintenant parce qu'elle a l'appui du gouvernement. Elle a une certaine assise officielle. Mais d'autres associations issues de la société civile, elles existent, mais on n'est pas sûr qu'elles peuvent continuer à exister, premièrement. Deuxièmement, même s'il y a des règlements ici, mais les associations ne sont pas alignées juridiquement avec la loi du 1er juillet 1901 qui régit le statut des associations ici et en France également. Donc ce sont des associations qui se créent, mais les associations doivent effectivement remplir plusieurs conditions. Des fois on les remplit. Les associations doivent avoir un projet, un plan d'action pour leurs activités. Des fois on ne les fait pas. Et je pense que on crée les associations selon le contexte, selon l'ambiance qui se présente. Et justement ça peine. Et surtout qu'il y a, dans la plupart des cas, une récupération politique dans ces associations-là. Quand vous regardez les associations de la société civile, on les taxe toujours de politiciens. Même si les dirigeants veulent justement défendre les droits humains les plus élémentaires, mais on taxe à ces dirigeants-là toujours des affinités qui sont politiques. Certains sont aussi politiques. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est très, très important pour expliquer ce dysfonctionnement et cette difficulté de pouvoir s'organiser à l'image de... Kamwamba kweli